Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Présidence Actu, édition spéciale. Un propos calibré sur l'essentiel, 43 mots pour soulager une impatience devenue presque intenable. Vendredi dernier, 13 juillet 2018, Paul Biya a apporté aux militants du RDPC et à ses sympathisants la réponse qu'ils attendaient. Pour la prochaine présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, il accepte une fois encore de conduire les troupes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour qu'ensemble ils puissent relever les défis de l'unité, de la stabilité et de la prospérité dans notre pays. Nous allons vous faire revivre ce grand moment de la vie nationale et les réactions qu'il a suscitées. L'autre grosse actualité au Cameroun, c'est la visite officielle que vient d'effectuer dans notre pays le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Une visite marquée par des échanges au sommet avec le président Biya, suivi d'un déjeuner d'État. Déjeuner au cours duquel le président de la commission de l'UA a clairement apporté son soutien à la préservation de l'unité, de la stabilité et de l'intégrité territoriale de notre pays. Toute cette grosse actualité sera revisitée et commentée en compagnie de notre invité, Luc Magloire Mbadga Atangana, ministre camerounais en charge du commerce et éminente figure politique de notre pays. Bienvenue. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Avant de revenir à vous, nous allons évoquer ce sujet qui a trait à l'annonce de la candidature du président de la République. Le président de la République, donc, qui a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Nous allons vous faire revivre cet instant avec Joseph Clément Ogba. Paul Biya, candidat. L'annonce le 13 juillet 2018 de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 aura confirmé l'un des traits de caractère du chef de l'État, imprévisible. Un de ses biographes a titré, dit de lui qu'en politique, sa propension à surprendre ses adversaires, aussi bien que ses amis, lui a donné l'image d'un homme secret, indéchiffrable. Il agit, décide en apparence à contretemps, ou laisse le temps d'y gérer le problème. Mais c'est toujours lui qui choisit l'heure. Dixit François Mattei. En choisissant les médias sociaux, M. Paul Biya a échappé aux médias classiques. Premièrement, nous sommes vendredi, donc la presse écrite, ça va paraître seulement lundi. Deuxièmement, il évite un peu les médias audiovisuels qui vont traiter cette information en breaking news. Alors que certains spéculaient sur les modalités d'annonce de cette candidature, une réunion du bureau politique du RDPC, un congrès extraordinaire ou alors un message à la nation, Paul Biya opte de faire un tweet pour annoncer sa candidature. Souvenez-vous qu'il a plusieurs fois montré son amour pour le numérique et je pense que le fait d'avoir utilisé ce tweet est non seulement un élément qui montre qu'il est un président de l'heure, mais également c'est un élément qui montre que le président de la République envoie un message aux Camerounais. Il leur dit « Intéressez-vous au numérique parce que c'est la voie du succès d'aujourd'hui, c'est la voie du succès de l'avenir et beaucoup de choses doivent se faire par le numérique. » Dans son tweet, Paul Biya élargit son audience. Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle. Fin de citation. Le président Biya annonce sa candidature pendant la visite du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Monsieur Paul Biya annonce sa candidature sur Twitter le jour où il reçoit le président de la Commission de l'Union africaine. Ça donne du volume, ça donne du relais parce que nous avons donc dans Twitter, Facebook, etc. ce qu'on appelle les idiots utiles de l'information. Les idiots utiles de l'information assurent le relais de l'information. Paul Biya dit oui à l'appel du peuple qui s'est manifesté depuis plusieurs mois par plusieurs appels à sa candidature. Je suis heureux de savoir que
le président a décidé de répondre aux nombreux appels de ses compatriotes. Et je pense également que la manière avec laquelle il l'a faite, en utilisant les réseaux sociaux, montre bien que le président est à l'air de son temps. Près de 6 heures après son tweet, le directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo-Ayolo, se rend à Elekam déposer le dossier du candidat Biya dans la délégation Jean Koueté. La paix est indispensable au développement. Vous voyez vous-même que le pays, c'est un chantier. Poursuite de travaux en cours, engagement de nouveaux travaux et tout faire pour que le peuple camerounais se trouve dans son équilibre social, économique et sécuritaire. La sagesse et la pondération qui caractérisent le président Paul Biya, sa compétence, sa riche expérience, la parfaite connaissance du terrain Cameroun, le sérieux et le souci constant de préserver l'intérêt général sont chez Paul Biya les gages de l'harmonie et de la stabilité du Cameroun. Place à vous à présent, Monsieur le ministre. Comment avez-vous accueilli l'annonce de la candidature du président de la République pour la prochaine élection présidentielle prévue le 7 octobre prochain? Le militant que je suis, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Mefou Famba que je suis. Le membre du comité central également que vous êtes? Membre du comité central, j'ai accueilli comme la grande majorité de nos compatriotes cette annonce avec soulagement. Je dois dire que la base militante s'est trouvée soulagée parce que nous commencions un peu, voyant le temps s'égrener, commencions à prendre peur, à redouter. Nous espérions, mais en même temps, nous étions un peu dans l'anxiété. Et je dois vous dire que nous nous sentons soulagés véritablement, soulagés de savoir que notre champion est dans les starting blocks. Nous ne voyons pas une issue autre que celle-là. Et donc, vous me voyez tout aise, vous me voyez comblé. Et nous allons aller à la bataille en rang serré, renforcé, rassénéré. Comment allez-vous vous organiser? À quoi allez-vous vous occuper concrètement pour assurer la victoire de votre candidat, de votre champion à cette élection présidentielle? Nous parlons dans notre parti du candidat naturel. Nous ajoutons aussitôt victoire naturelle, victoire évidente. Évidente au vu de notre bilan, mais au-delà du bilan, au vu des perspectives telles qu'elles sont tracées. Vous savez, la voie, le président de la République l'a tracée, la voie vers l'émergence. Nous savons ce qu'il faut faire, nous avons les atouts, nous avons les ressources nécessaires, les ressources humaines, les ressources en tout genre. Et nous avons surtout cet élément fondamental qui est la foi, la conviction. Et donc, nous allons essaimer, nous allons prêcher la bonne parole. Nous allons convaincre, s'il en existait encore, les sceptiques. Nous allons ratisser large, en sachant que notre base, la base, le socle est solide, parce que c'est tout simplement la raison. Au-delà du cœur, c'est la raison. Le Cameroun, il y a des adeptes évidemment du bashing. Le Cameroun bashing, je crois qu'il faudra qu'ils revisitent un peu leur classe. Alors, Monsieur le ministre, nous venons de recueillir votre réaction. Maintenant, nous allons retourner à nos machines pour voir comment la classe politique et la région du littoral, on va prendre la température au sein de la classe politique et dans la région du littoral à la suite de cette annonce de candidature du président Biya.
Il a toujours dit que le président Paul Biya est le seul pour le moment à assurer la paix et la sécurité aux Camerounais. Célestin Bédjigui, président du PAL, est donc très satisfait de la réponse positive du président à son appel et à ceux de millions de Camerounais pour être candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre. Maintenant, les jeux sont clairs. Vous savez, la candidature de M. Biya faisait qu'il plane une certaine incertitude sur la scène politique. Pour les populations également, parce que c'est l'occasion pour elles de renforcer la légitimité dont le président Biya a besoin pour résoudre les deux grandes crises auxquelles le pays a fait face aujourd'hui. Il y a la crise socio-économique, mais surtout la crise dans le Southern Cameroun. Au nom du Front pour le salut national du Cameroun, Issa Chiruma Bakari promet tout le soutien à celui-là qui connaît bien les problèmes des Camerounais et est le seul à même de les résoudre. Le président national du FSNC sait de qui il parle. Le parti dont je préside à la destinée a pris la liberté de l'investir il y a quelques mois. Cette candidature arrive réellement à point nommé. Elle arrive à point nommé parce que le président Biya, à l'instant où nous parle aux commandes de notre nation, qui est secouée aujourd'hui par des crises, à l'extrême nord de notre nation, au nord-ouest, au sud-ouest, et il a prouvé du fait de la sagesse dont l'Éternel l'a pourvu, de la patience, de la tolérance et de sa capacité également à maîtriser le temps. Le président Biya a démontré aux uns et aux autres qu'il est patriote jusqu'à la moelle. Toute une commission a été créée à l'UPC pour les modalités de candidature à la présidentielle du 7 octobre. L'acceptation du président Biya de se présenter comme candidat leur donne du baume au cœur. Ce que nous voulons, c'est que les partis qui sont des partis responsables, qu'on se retrouve autour du président Paul Biya, qui vient de déclarer sa candidature, afin que, une fois après les élections présidentielles, on forme un gouvernement d'union nationale et dont la mission principale sera de restaurer la paix au Cameroun. Tous attendent donc la campagne pour témoigner le soutien à celui qui a pour leitmotiv la paix et le mieux-être des Camerounais. Au travers de meetings et tout autre rassemblement, même les lieux d'église ont été mis à contribution. La région du littoral dans son ensemble avait déjà fait retentir très haut le concert de ses appels à la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, renforçant ainsi la disposition statutaire du parti qui fait de lui le candidat naturel à une élection présidentielle. Aux appels populaires, le champion a répondu par un tweet moyen qui brise les frontières entre les hommes. Soulagement de part et d'autre. En tant que Camerounais, je suis très heureux d'observer que le sentiment qui a été souvent le mien, celui d'observer que le président Paul Biya demeure jusqu'à présent le meilleur risque pour le Cameroun, en ce que, au regard des difficultés que nous traversons, des difficultés sécuritaires, il a toujours démontré sa capacité à apporter la paix et à rassembler les Camerounais. On ne peut être que heureux et fier d'apprendre que notre président national a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 à venir. L'ensemble des Camerounais aujourd'hui, je dirais qu'ils sont satisfaits parce qu'on s'attendait à ça. Le président national de notre parti reste le candidat naturel du RDPC et cette réaction, c'est une réaction normale pour un chef qui ne pouvait pas nous abandonner en cours de route, en cours de chemin. Nous disons merci au président Biya. 24 heures seulement après le tweet révolutionnaire de Paul Biya, la section RDPC Vouri 4 s'est retrouvée à Bonabéry pour célébrer une vision qu'elle entend conduire à la victoire le 7 octobre. Le séminaire va donner les armes à ceux qui vont dès demain aller sur le terrain pour mobiliser les populations, pour voter le président pour le bonheur du Cameroun. Nous sommes des visionnaires. On a tout organisé et on va renforcer les capacités de nos militants pour qu'ils puissent descendre sur le terrain étant déjà confortés et s'étant appropriés les textes du parti. Dans cet élan de réaction, la pointe d'économie issue du secteur de la petite et moyenne entreprise, chouchou de Paul Biya en cette année 2018. Nous pensons, comme ça a d'ailleurs commencé de par son discours de fin d'année, qu'enfin pour une première, on va ramener le succès au niveau des petites et moyennes entreprises
qui sont les entreprises généralement nationales qui ont des possibilités de croissance beaucoup plus importantes que les autres, ces entreprises locales. Et nous pensons que ce septennat dont nous sommes certains de le gagner se mettra beaucoup plus pour les petites et moyennes entreprises. Au final, si la candidature de Paul Biya réjouit le RDPC, c'est la voie de la sagesse qui va triompher. Nous considérons que notre pays, c'est la haute mer. Et maintenant, plus que jamais. En haute mer, il y a la houle, il y a les tempêtes, il y a des grosses vagues. Un marin d'eau douce ne peut pas arriver à bon port, n'est-ce pas, en haute mer. Le président Biya demeure cet homme qui peut nous conduire à bon port dans la paix. C'est tout dire. Le littoral a fait plus que révéler son plan pour Paul Biya. Le chemin est tracé. Retour à vous, Monsieur le ministre Luc Magloire-Mbarga à Tangana, ministre en charge du commerce. Alors, l'autre grosse actualité cette semaine qui vient de s'achever au Cameroun, c'est la visite officielle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Une visite qui intervient au moment où certains inconditionnels, des diagnostics fatalistes, vous avez d'ailleurs évoqué cela tout à l'heure, s'employaient à créditer la thèse d'un pseudo-isolationnisme du Cameroun sur la scène internationale. Peut-on valablement soutenir pareille thèse après avoir observé ce que nous avons vécu ici à la faveur de cette visite? Et vous qui êtes par ailleurs habitué des rencontres internationales. Vous savez, un grand penseur disait que les exemples vivants sont de notre pouvoir. Nous avons vu la preuve par l'exemple, la preuve par les faits. Cette visite qui va au-delà de la simple symbolique, cette visite qui a matérialisé la place éminente que le président de la République et le Cameroun occupent au sein de cette instance continentale qu'est l'Union africaine, en rappelant que le Cameroun est l'un des pères fondateurs, naturellement, de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes et se passent de tout autre commentaire. La place du Cameroun, par cette visite, s'est trouvée consacrée au sein du continent et au sein notamment de cette... je crois qu'il faut intégrer cette visite aussi au-delà de l'actualité nationale, mais dans la mouvance nouvelle qui est celle de l'Union africaine. Mouvance qui correspond à précisément la vision du chef de l'État, du président Paul Biya, la vision de l'émergence. Ce concept se trouve aujourd'hui pris en compte, intégré par l'Union africaine et d'autres États, et qui explique qu'après moult échecs, il y a eu le plan de Lagos, il y a eu plein de projets d'intégration économique du continent qui se sont tous terminés un peu en chou blanc. Aujourd'hui, l'Union africaine s'insère dans un processus qui rentre en droite ligne de ce que le président de la République a initié dans notre pays, l'émergence, le développement économique, le développement du continent. Et donc nous saluons effectivement cette visite sur ce double plan de l'actualité politique intérieure, mais également tout simplement de la vision, de la projection du futur de notre continent. Vous savez, on le dit, mais ce n'est pas simplement des mots. Des vœux pieux. Et justement, à ce sommet de Nouakchott qui vient de s'achever, l'idée de la mise en œuvre de la création d'une zone économique, d'une zone de libre-échange à l'échelle africaine a été émise. Et je crois que le premier pays... Ce n'est plus une idée, simplement une idée. Voilà. A commencé à être matérialisé. Je crois que le Cameroun est d'ailleurs l'un des premiers pays signataires. Oui, ce n'est plus simplement une idée. De votre point de vue, qu'est-ce que cette zone de libre-échange
peut apporter à l'Afrique, au Cameroun, dans un environnement quand même, c'est le ministre, où on a parfois du mal à se regrouper à l'échelle sous-régionale et régionale. Bah, vous savez, le monde est entré dans ce vaste processus de mondialisation et de globalisation des économies maintenant depuis une trentaine d'années. Et cette idée semble battre du plomb de l'aile, parce que de nouveaux égoïsmes naissent de ci, de là. Mais l'Afrique, elle, ne peut pas se permettre cet isolationnisme. L'Afrique est un bloc économique qui, regroupé, mis ensemble, sera une force, la force, le futur. Ça, je disais, on parle de, vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle le cycle, la loi des cycles. Il y a eu le cycle de l'Amérique, le cycle de l'Europe, le cycle de l'Asie, des émergents. Nous pensons que l'heure est venue, c'est le prochain cycle, c'est l'Afrique, le continent africain. Le continent africain, c'est 1,3 milliard de consommateurs, à peu près. C'est 2 fois, plus de 2 fois. Le marché européen, c'est 5 fois, près de 5 fois, 4 fois. Le marché nord-américain. Donc, c'est une puissance. L'Afrique, c'est une puissance. Et si on se réfère aux prévisions des démographes, il apparaît qu'à l'horizon 2050, cette population va doubler. Va doubler. Et dans le même temps, les prévisionnistes vous disent qu'il faudra doubler la production mondiale pour pouvoir nourrir l'humanité à l'horizon 2050. Pour pouvoir donc nourrir l'humanité, il faudra trouver des terres arables. Il faudra trouver de la main-d'œuvre. Ça se trouve où? En Afrique prioritairement. C'est en Afrique. Ça veut dire que nous avons pratiquement, l'Afrique a devant elle, pratiquement un boulevard. Mais la chance dans la vie, elle existe. Mais on en tire avantage que si l'on sait s'en servir, si on a su la saisir. On va voir comment, à l'échelle de votre département ministériel, vous êtes en train de prendre des dispositions. Je pense, si vous permettez, quand même un mot sur la zone de libre-échange continentale, parce que je crois que c'est dit beaucoup de choses, beaucoup d'incompréhensions, etc. La zone de libre-échange continentale, c'est une réalité, née à des négociations antérieures, mais concrétisée à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018, avec la signature, tenez-vous tranquille, par 44 États africains sur 55 possibles de l'acte constitutif de la zone de libre-échange continentale, et avec des règles ambitieuses qui portent sur le commerce naturellement, le commerce des biens, le commerce des services, avec des procédures également qui se veulent adapter à l'enjeu. On aurait pu se dire qu'il faudrait l'unanimité pour que cet accord entre en vigueur. Non, les États africains sont accordés sur 22 ratifications, avec un calendrier, j'allais dire, en mode accéléré. Les 5 premières années, dès que l'accord aura été ratifié par 22 États, les 5 premières années, on libéralise 90% des lignes tarifaires. 90% dès les 5 premières années. Et pour ce qui est des produits sensibles, il faudra un délai de 10 ans, ce qui est raisonnable. Et naturellement, parce qu'il faut des protections internes, il y a des produits qu'il faut protéger, ceux-là, on va les exclure. C'est pour dire que c'est une ambition qui repose sur des bases réalistes, mais qui repose également sur cette volonté, cette envie d'aller vite, de faire vite, parce que, vous voyez, le TGV, le train à grande vitesse, il est aujourd'hui dépassé. Nous avions des trains à 230, ils vont à 300 km/h. Donc, nous devons nous adapter à l'ère du temps et aller vite. Et moi, j'ai bon espoir, en tout cas, en ce qui concerne le Cameroun. Nous sommes 25 millions. Il faudra, parce que la zone de libre-échange signifie que les produits vont circuler librement. Et ça veut dire donc ceux qui seront à même de travailler, ceux qui seront à même de produire. Le Cameroun a cette chance. En un seul pays,
vous avez 7 zones agroécologiques, un seul pays. Donc nous pouvons produire tout. Et en toute saison. Et en toute saison. Des Donc c'est perspectives une prometteuses. opportunité énorme Pour pour le Cameroun. Énorme pour le Cameroun. Et notre diaspora, vraiment, je crois qu'il faut pouvoir... je voudrais profiter de cette tribune pour lancer cet appel à notre diaspora. Il y a du travail là chez nous. Il va y avoir du travail. Il faut qu'ensemble, résolument, on se mette pour saisir cette opportunité. C'est une opportunité, mais une opportunité demande à être saisie. Quand vous ajoutez à ça, parce que c'est un élément, je crois, qui est tout aussi essentiel, nous aurons donc cet espace régional. 1,3 milliard, peut-être 2,5 milliards de consommateurs. Mais nous avons déjà d'autres espaces aussi qui existent. Nous avons l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, sur lequel on glose sans savoir de quoi souvent on parle. Mais c'est un accord qui nous ouvre un espace marchand. Dans les conditions, on n'a pas profité. Il faut que nous tirions avantage de ce marché qui nous tend les bras, 500 millions de consommateurs. Nous allons l'évoquer tout au cours de cet échange, Monsieur le ministre en charge du commerce. Mais permettez que nous nous arrêtions sur 2 temps forts du séjour au Cameroun du président de la Commission de l'Union africaine, notamment avec cette audience que lui a accordée le président de la République vendredi dernier, 13 juillet 2018. Et puis, audience d'ailleurs, suivie par un déjeuner d'État offert par Paul et Chantal Biya. Un subtil mélange de solennité et de raffinement. Le décor qu'offre le palais présidentiel ce vendredi 13 juillet 2018 est un clair indicateur de la tendance et de l'ordre de grandeur que les autorités camerounaises entendent réserver à l'illustre visiteur. L'illustre visiteur, justement, c'est lui, Moussa Faki Mahamat, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères et de la coopération régionale, et aujourd'hui président de la Commission de l'Union africaine. De retour dans ce palais de l'unité, le patron de l'Union africaine est accueilli dans un premier temps à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, puis au perron par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui va se charger de le conduire au bureau du président. Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, en excellence Moussa Faki Mahamat. Bien que familiers l'un de l'autre, c'est la première rencontre formelle entre les 2 personnalités depuis que l'ancien ministre tchadien a été porté sur le toit du continent africain. Et c'est tout naturellement que ce premier contact entre le président Biya et son hôte sera empreint d'une grande cordialité. Pendant près d'1h20, le chef de l'État camerounais et le président de la commission de l'UA vont échanger, comme il le confiera lui-même plus tard, dans un esprit d'ouverture et de totale franchise. Sur les différents sujets évoqués, aussi bien ceux concernant la scène internationale que ceux ayant trait à la politique intérieure du Cameroun, Moussa Faki Mahamat sera frappé par la clairvoyance du président Biya. Et ce sera l'occasion pour lui de réitérer, comme il avait fait précédemment à d'autres occasions, l'attachement de l'Union africaine à l'unité, à l'intégrité et à la stabilité du Cameroun. Sur le point d'achever leurs entretiens à huis clos, les 2 personnalités seront rejointes par la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Ainsi va s'achever dans une ambiance toujours plus conviviale le second tableau de cette audience toute particulière. En reconnaissance de son action remarquable à la tête de l'organisation fêtière, le chef de l'État camerounais décerne au patron de la Commission de l'Union africaine la distinction honorifique de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Présents à cette cérémonie, les membres de la délégation officielle qui accompagne dans ce périple de 3 jours dans notre pays, Moussa Faki Mahamat. Et c'est avec la certitude d'avoir procédé à un large tour d'horizon des sujets d'intérêt commun avec le président camerounais et d'avoir surtout une meilleure perception des événements en cours dans certaines parties du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays que Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, va quitter le bureau présidentiel
pour le déjeuner d'État offert en son honneur par le couple présidentiel. Paré de ses plus beaux atours pour dérouler le tapis rouge au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le Palais de l'Unité ouvre ses grilles à des invités triés sur le volet. Ils viennent prendre part au déjeuner officiel offert en l'honneur de l'illustre hôte. Après l'audience que venait de lui accorder le chef de l'État Paul Biya, Moussa Faki Mahamat se rend au Salon Bleu, attenant au Salon des ambassadeurs. La première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, accompagne son époux à ces déjeuners officiels. 18 couverts. Au rang des invités, le président du Sénat, Marcel Niad Ndjifendi, le premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, le doyen du corps diplomatique. La suite du président de la Commission de l'Union africaine, tous sont tout oui vers le discours présidentiel. Plaidoyer du président Biya pour une mutualisation des efforts en vue d'un combat plus efficace contre les crises sécuritaires qui minent le continent. Dans la lutte contre Boko Haram, le Cameroun reste fidèle à ses engagements avec un accent marqué dans le respect des droits de l'homme. Paul Biya se félicite du parcours élogieux des relations entre le Cameroun et l'Union africaine, dont il est membre fondateur. Un pays qui œuvre à l'aboutissement des réformes initiées au sein de l'Union. Entre autres, l'institution d'une zone de libre-échange, l'institution d'une taxe de 0,2% sur les importations hors de l'Afrique. Dans sa réponse au toast présidentiel, Moussa Faki Mahamat réitère le soutien de l'Union africaine à l'unité, l'intégrité et la stabilité du Cameroun comme de tous ses membres. Je voudrais vous rassurer du meilleur accompagnement possible des élections prévues en octobre prochain. Cet accompagnement se traduira entre autres par l'envoi d'une importante mission d'observation électorale. Les éclairages pertinents dont vous avez bien voulu me faire profiter sur les événements qui se déroulent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun me sont particulièrement instructifs. Je voudrais à cette occasion réitérer le ferme attachement de l'Union africaine à l'unité, l'intégrité territoriale, la stabilité politique et sociale de tous nos États membres au sein desquels le Cameroun représente un symbole de diversité linguistique, culturelle et religieuse, certes, mais d'unité, d'harmonie et de concorde également. Le déjeuner dure près d'1h30. Occasion pour Paul Biya et son hôte de prolonger les échanges entamés au cours de l'audience. Sous des airs distillés par la compagnie musique La Garde présidentielle, Moussa Faki Mahamat prend congé du Palais de l'Unité. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, le peuple camerounais, mon épouse et moi-même sommes particulièrement heureux de vous accueillir à Yaoundé à l'occasion de votre première visite officielle en terre camerounaise depuis votre élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Je vous souhaite donc une cordiale bienvenue ainsi qu'un séjour agréable et fructueux au Cameroun pour vous-même et pour la délégation qui vous accompagne. Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour vous renouveler en mon nom propre et au nom du peuple camerounais nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection. Elle vous conduit à présider désormais aux destinées de l'Union africaine, notre prestigieuse organisation continentale. Le Cameroun, par ma voix, se réjouit qu'un digne fils d'un pays frère, ami et voisin, ait accédé aux hautes responsabilités qui sont aujourd'hui les vôtres. Soyez assurés que mon pays, qui s'honore ainsi de votre élection, comme du reste tous les pays de notre sous-région, vous accordera son soutien
dans l'exercice de vos importantes missions au service de notre diplomatie continentale. Monsieur le Président, au moment où nous vous accueillons, de nombreuses menaces planent sur notre continent. Je citerai principalement les crises sociopolitiques et les attaques terroristes qui déstabilisent nos sociétés, sèment la mort et causent des destructions dans nos pays. Elles provoquent non seulement le ralentissement des activités économiques et sociales, mais aussi un afflux de réfugiés et de déplacés. Il est clair que pour y faire face, nous devons mutualiser autant que possible nos moyens à l'échelle continentale. C'est ce que le Cameroun s'est résolu à faire avec ses voisins de la Commission du bassin du lac Tchad et avec le concours de l'Union africaine pour lutter contre l'organisation terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale de son territoire. Dans ce combat, nous resterons fidèles à nos engagements internationaux et à nos valeurs, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Notre principale préoccupation demeure bien entendu le rétablissement de la paix dans les zones concernées et le retour à une situation normale, ce qui permettra aux populations de retrouver leurs occupations et aux réfugiés et déplacés de rentrer chez eux. Je sais votre détermination, Monsieur le Président, à aller dans le même sens en mettant en œuvre l'agenda 2063 de l'Union africaine pour une Afrique unie, prospère et pacifiée. Cet objectif, je veux le croire, recevra l'assentiment de tous les États membres. Le Cameroun et notre organisation continentale ont toujours entretenu une relation particulière. Ayant eu 2 de ses ressortissants comme secrétaires généraux du temps de l'OUA, mon pays s'honore d'avoir accueilli en 1996 le sommet des chefs d'État et de gouvernement de notre Union. D'autre part, il a le privilège d'abriter un grand nombre de ces organismes et institutions. On comprendra que dans ces conditions, mon pays ait l'agréable devoir de contribuer activement à l'aboutissement des principaux chantiers de l'Union africaine et notamment celui qui concerne sa réforme institutionnelle. Qu'il me soit permis à ce propos de saluer les résultats auxquels notre organisation est déjà parvenue. Je veux parler de l'institution d'un passeport au niveau continental, de la création de la zone africaine de libre-échange et de l'instauration d'une taxe de 0,2% sur les importations hors Afrique en vue de l'autonomisation financière de l'Union africaine. Au moment où les règles du système international en vigueur au cours des dernières années me paraissent être remises en cause et où la tendance au protectionnisme se confirme, l'intérêt de l'Afrique me semble être en effet de resserrer les rangs tant au niveau continental que régional. Monsieur le Président, je voudrais en terminant vous dire à nouveau tout le plaisir
que nous a procuré votre visite. Les entretiens que nous avons eus renforcent ma conviction que sous votre présidence, notre organisation fera des progrès décisifs dans l'accomplissement de votre haute mission. Vous pourrez compter sur le Cameroun. Mesdames, Messieurs, permettez-moi maintenant de vous inviter à lever vos verres en l'honneur de Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, à la pérennité de la relation entre l'Union africaine et le Cameroun. Je vous remercie de votre attention. Parlons à présent, Monsieur le ministre, du quotidien au sein de votre département ministériel, de l'assainissement de l'espace commercial national, lutte contre la vie chère, maîtrise de l'inflation, lutte contre les produits de contrefaçon. Les chantiers sont nombreux. Pouvez-vous nous en faire le point? Écoutez, du travail, nous en avons. Et la volonté également, et l'élargissement. Nous avons entrepris, sur votre prescription, naturellement, du président de la République, dans notre ministère, d'assainir cet espace économique national, avec un certain nombre d'actions phares, des objectifs très précis. Vous en avez cité quelques-uns. La lutte contre l'inflation, les spéculations en tout genre, mais aussi la modernisation de notre espace commercial et le renforcement de la transparence sur nos marchés. On a vu l'ouverture de nouvelles surfaces commerciales. Absolument. Nous avons en chantier également, et un chantier permanent, la promotion et la valorisation du Made in Cameroun, des produits locaux. On va en parler tout à l'heure. Sans exclure donc l'accès, le renforcement de l'accès de nos produits au marché extérieur, à commencer par le marché régional et sous-régional, en matière de lutte contre l'inflation et la spéculation. Quelle est votre recette? Parce que le taux semble jusque-là maîtrisé depuis de nombreuses années d'ailleurs, Monsieur le ministre. Quelle est votre Vous utilisez le mot juste, je crois que vous êtes modeste. L'inflation est bel et bien maîtrisée dans notre pays. Prenez les taux, les derniers chiffres. 2017, 0,6%. 2016, 0,9%. Je rappelle que les critères de convergence de la CEMAC, notre espace économique, sont de 3%. 3%, donc l'inflation au Cameroun se situe très en deçà de la moyenne, de notre communauté économique régionale. Je voudrais aussi rappeler que si nous arrivons d'ailleurs à ce taux, c'est parce que c'est davantage une inflation interne. Les produits locaux, ce n'est pas des produits importés. Ce qui veut dire que c'est une inflation quelque part également positive, en ce sens qu'elle profite en priorité à nos créations de richesses, à nos créateurs de richesses, à nos producteurs. Donc de ce point de vue, le sujet nous paraît suffisamment maîtrisé. Alors, la recette, vous avez posé la question de la recette. L'élément premier, je crois, qui est un élément fondamental, qui est à la fois, si vous voulez, mécanique et psychologique, mais je dirais surtout psychologique. C'est cet esprit de partenariat que le gouvernement a su nouer avec les opérateurs économiques, le secteur privé. On est sorti de ce que j'appellerais la guerre des tranchées. L'antinomie entre le consommateur, qu'on assimile d'ailleurs au pouvoir public, et les opérateurs économiques, où les opérateurs économiques pensaient que l'activité consiste à flouer, leur activité consiste à flouer le consommateur. Nous avons su créer, nouer ce dialogue, cette relation de confiance qui fait qu'aujourd'hui, la transparence existe sur le marché. Chacun sait où commencent ses droits et où s'arrêtent ses droits.
Maintenant, la vie chère, la lutte contre la vie chère. Je vais évoquer un exemple précis. La création de la MIRAP, mission d'approvisionnement en produits de première nécessité, de grande consommation. Près d'une décennie après, est-ce que cette approche-là vous semble encore pertinente? Est-ce qu'elle a produit ses effets? Alors, la MIRAP a été créée par le président de la République pour non pas faire concurrence aux opérateurs économiques, parce que le rôle des opérateurs économiques, c'est précisément de produire, de mettre en marché des produits. La MIRAP sert tout simplement, c'est une espèce de marché tampon, un régulateur, comme le nom l'indique, la mission de régulation des approvisionnements. La MIRAP a joué bel et bien ce rôle, en ce sens que, effectivement, il y a un élément de comparaison, il y a un référentiel de prix. L'opérateur économique fait attention en se disant, si je monte mes prix, le consommateur va aller du côté de la MIRAP et trouvera le même produit. Moins cher. Moins cher. Donc, ce rôle a été atteint. Mais maintenant, il faut passer à autre chose, retrouver la mission originelle de la MIRAP en créant des structures permanentes, et non plus des opérations spot telles qu'elles se déploient. Et la prochaine phase dans la structuration de la MIRAP consistera précisément, et c'est en cours, en la création de ces marchés témoins dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire. Non simplement dans les régions, dans les chefs-lieux de région, mais également dans les départements. Mais nous allons commencer déjà par les régions, où vous aurez donc des marchés qui fonctionneront en permanence, mais qui servent simplement de référence. Et ces marchés fonctionneront d'ailleurs avec le concours actif des producteurs, des opérateurs économiques, pour dire que nous sommes dans une société de symbiose, et non plus dans une société de confrontation. Il y a la MIRAP, mais il y a également ce qui est entrepris par les démembrements du ministère du Commerce, différentes opérations qui se déroulent, soit de manière ponctuelle. Vous voyez ce qu'on appelle par exemple la rentrée commerciale, oui, pour accompagner les parents. Nous avons les manifestations organisées à l'occasion des fêtes, etc. Mais de manière structurelle, tous les mois, la dernière décade de chaque mois, pendant 3 jours, sur l'ensemble du territoire national, ce que nous appelons les journées de la consommation, qui permettent de mettre à la disposition du grand public des produits en tout genre, à prix coûtant. C'est un élément de référence, c'est un élément qui a contribué à stabiliser le marché et naturellement aussi la stimulation même de l'organisation de l'offre. Vous savez, le département ministériel dont j'ai la charge s'est lancé depuis quelques années dans la construction des marchés périodiques sur l'ensemble du territoire national. C'est une manière de stimuler la production, mais aussi d'organiser l'offre. Et les consommateurs avertis savent que tel jour, à tel endroit, ils peuvent trouver tel produit. Parlons du Made in Cameroun, monsieur le ministre. Les produits camerounais sont pour la plupart très prisés sur nos marchés, et pas seulement sur les marchés locaux, sur les tables ici au Cameroun. Le poivre de Penja, le café camerounais. Est-ce que nous tirons suffisamment avantage du label Cameroun, monsieur le ministre? Alors, je vais vous prendre un exemple pour vous dire le prestige de nos produits, pas simplement au plan local, mais à l'international. Je me trouve à bord d'un avion d'une compagnie aérienne de réputation mondiale. Outre-Atlantique, je suis en mission. Et puis, on nous présente la carte, le menu. Qu'est-ce que je découvre? Du poivre vert de Penja, associé au foie gras. Vous savez, le foie gras, c'est noble. Tout à fait. Chez nos amis de l'autre côté, associé au foie gras, sur un vol long courrier international. Élément de fierté nationale. Et donc, c'est pour vous dire qu'ils portent, mais ils portent de manière aussi concrète. Le Made in Cameroun, ce n'est pas simplement pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Hein. Comme disait le président de la République, apprendre à consommer ce que nous produisons. Mais pour cela,
il nous fallait amorcer le processus de transformation locale de nos produits pour pouvoir les consommer localement, pour pouvoir les consommer au plan régional, mais également pour nous situer dans la perspective de la vente, de la valorisation, je dis visuelle, valorisation visuelle de nos produits. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit, mais il faut savoir le présenter. On achète d'abord avec les yeux, avant le goût. Et mettre à disposition des quantités suffisantes. Est-ce qu'elle a également... Nous sommes... je vais aussi prendre deux exemples, deux ou trois exemples de filières phares. Cacao, notre bon cacao. Nous étions handicapés parce que notre cacao, nous ne pouvions pas, de par la limite de notre production, bien que nous ayons un cacao de très bonne facture à l'origine. Mais notre cacao servait de quoi? Juste de couverture pour les autres. Couverture en ce sens que nous avons un cacao d'une très belle couleur, rouge brique, mais avec des quantités faibles en production. Donc nous allions sur le marché international, notre produit était noyé. Les autres s'en servaient juste pour la surface, pour rendre leurs produits, leur chocolat, leur pâtisserie belle, à partir de notre produit, qui était un produit d'appoint. Alors, fort de cela, nous avons entrepris plutôt de valoriser, de transformer localement. Je peux vous dire qu'à la fin de cette année, le taux de transformation de notre cacao représentera au moins le tiers, sinon la moitié de notre production. Transformation locale, valorisation locale. De 30 000 tonnes à l'origine, nous allons nous situer à plus de 130 000 tonnes à la fin d'année, de cette année. C'est un grand pas. Notre café, l'excellent café, dans nos villages, vous n'êtes peut-être pas de cette génération. Enfin, quand on parlait de café, c'était Nescafé. On parlait de Nescafé, ça venait d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons, en l'espace de 5 ans, pratiquement multiplié par 300 le niveau de transformation de notre café, ce qui fait qu'on le consomme localement. Nous n'avons plus besoin d'importer le Nescafé pour consommer pour consommer du café. Les huiles, prenons les huiles, élément essentiel. Les huiles végétales, oui. Les huiles raffinées. Le Cameroun est aujourd'hui exportateur net des huiles raffinées. Qui l'eût cru? Nous importions nos huiles, le savon. Allez chez nos voisins, nos pays voisins. Ils vous parleront des vertus du savon camerounais. Le savon camerounais qui mouche abondamment et qui est recherché sur les marchés. C'est pour dire que nous avons des champions. Nous avons pu faire des champions dans nombre de nos produits et nous avons essentiels. Nous avons suivi, Monsieur le ministre, certains de vos collaborateurs et les paysans sur le terrain à travers le programme PA3C, que vous connaissez très bien, puisque c'est vous qui l'avez mis en place. On va essayer de voir comment on s'organise de ce côté-là pour structurer la filière et mieux vendre le fruit de la terre issu du travail de nos cacaoculteurs et de ceux qui sont lancés dans la production du café. L'économie camerounaise repose en partie sur l'activité agricole avec ses principales cultures de rente que sont le caoutchouc, le coton, la banane d'huile de palme, le thé et surtout le cacao et le café, dont l'organisation des filières et la commercialisation des produits retiennent comme toujours l'attention des pouvoirs publics. Le projet PA3C installé à Bankim est le bienvenu. Il a été accueilli favorablement par les populations, par les producteurs du café, parce qu'ils viennent à coup sûr améliorer la commercialisation et la production du café dans l'arrondissement de Bankim, dont nous avons la charge. C'est dans un souci de modernisation de la filière cacao-café et d'accompagnement des producteurs que les pouvoirs publics, à travers le ministère du Commerce, mettent sur pied le projet assainissement de la commercialisation interne du cacao-café, projet baptisé PA3C. C'est un projet du ministère du Commerce
qui a pour objectif d'aider les producteurs à mieux commercialiser sur le terrain. Avant la mise en place de ce projet à Bankim, les populations ne jouissaient pas véritablement du fruit de leur dur labeur. Et il n'y avait pas de traçabilité dans l'activité. Et à présent que la structure est mise en place, les choses se passent normalement. À Bankim, dans la région de l'Adamawa, la viabilisation du projet assainissement et la commercialisation interne du cacao-café voit le jour avec la construction des magasins de stockage au départ, puis la transformation de ces magasins en usines de décortiquage équipées de machines de dernière génération. Depuis que l'usine a commencé à tourner, je crois, avant l'inauguration, nous avons évacué 26 tonnes de café décortiqué ici. À Nyanon, dans la région du littoral, l'on apprécie à sa juste valeur le rôle de gendarme que joue le projet PA3C mis sur pied par le ministère du Commerce. Quand on parle de l'assainissement de la filière, c'est beaucoup plus la lutte contre le corsage pour que le producteur puisse entrer enfin dans son gain et pour qu'il puisse vivre de son activité en plein droit. Le PA3C fait le suivi de la commercialisation, c'est-à-dire qu'on aide les producteurs à s'organiser avec des exportateurs, des acheteurs, dont on crée un marché et on les laisse développer leur marché selon leurs propres termes. Le projet nous a apporté beaucoup. Le projet, avec toute cette production, on n'avait pas où stocker les produits. Et avec le projet nous a construit un magasin, nous a doté des équipements de pesée, de bascule, petit équipement de commercialisation. Et le projet nous a également formés dans plusieurs axes de la commercialisation, surtout en vérification de cacao. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons un produit de bonne qualité. Les mots de gratitude des producteurs et acteurs des filières cacao-café sont adressés à qui de droit? Nous disons merci au chef de l'État, Papa Paul Biya. C'est lui le premier producteur qui nous a dotés. Il a permis qu'on puisse avoir ces structures. Installé dans 8 des 10 régions que compte le Cameroun, le programme PA3C a effectué plusieurs réalisations, parmi lesquelles la construction de 21 magasins de stockage, dont 7 en café et 14 en cacao, la réhabilitation d'un magasin Zapi Est à Angossas, la dotation en matériel de stockage et des kits de pré-contrôle. Monsieur le ministre, vous étiez en Allemagne au mois d'avril dernier et là-bas vous avez fait une déclaration qui continue de faire écho. Vous avez déclaré que les fluctuations des prix du cacao à l'heure qu'il est sur le marché frisaient l'esclavage. Est-ce que vous pouvez être plus précis dans votre pensée, monsieur le ministre? Ma déclaration, effectivement, à Berlin, faisait écho à un cri de révolte des enfants allemands. Les enfants allemands étaient venus à cette conférence, c'était à l'occasion de la conférence internationale du cacao. Les enfants allemands avaient crié leur honte de voir que le prix de la tablette de chocolat ne faisait que croître, alors que le prix bord champ de la fève de cacao était en chute libre, en chute de l'ordre de 40%. Et ces enfants étaient allés jusqu'à dire que si cette situation devait perdurer, ils allaient faire la grève de la consommation du chocolat pour crier le scandale. J'estime que cela venait, vous savez, la vérité, c'est ce que j'ai dit à Berlin. La vérité vient de la bouche des enfants. Il fallait que cela soit dit. Nous sommes timorés dans notre réaction. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, nos producteurs continuent de crouler sous le poids du labeur pour une rémunération qui n'a rien à voir avec le marché, qu'on exploite de manière aussi honteuse. Et je pèse mes mots, je l'ai dit à Berlin,
Donc je le redis volontiers, qu'on exploite de manière aussi honteuse nos paysans. Bien sûr, il y a toujours des arguments. La chute des prix, on nous a dit, c'est l'excédent de l'offre. L'excédent de l'offre, soit. Mais quand on est partenaire, l'industrie chocolatière, elle fonctionne parce qu'il y a des producteurs. Donc, quand on est face à une situation comme celle-là, je crois qu'il faut se serrer les coudes. Or, la réaction de l'industrie chocolatière, c'est ça qui est inacceptable. A été de dire, vous savez, les lois antitrust ne nous permettent pas de soutenir les producteurs. Alors que producteurs, gérez vous-même votre sort. On vous abandonne à votre tissu. On ne peut pas l'accepter. C'est ce que nous avons dit. Mais il ne suffit pas, naturellement, simplement de se révolter. Mais il faut donc après réagir. Et notre réaction, la réaction du Cameroun, c'est de dire que nous revisitons totalement notre manière de faire. Nous sortons de ce commerce qui consiste à envoyer comme ça nos produits primaires sans transformation, à la merci des normes. À la merci, même si vous respectez les normes, simplement vous allez à la merci du marché. Il faut maîtriser. Nous devons maîtriser notre outil. C'est pour cela que nous avons décidé de nous situer sous le sceau de l'excellence qualitative. De l'excellence qualitative et en valorisant localement. Nous connaissons nos atouts. Nous connaissons la qualité de notre fève. Et nous savons que le marché a besoin de notre fève. Et donc, dès que les gens ont bien perçu que nous avions pris conscience de la qualité de ce jeu de dupes, ils sont venus. Hein? On les a vus. Vous avez vu la visite des grands chocolatiers. Des grands chocolatiers, des maîtres chocolatiers. Le monde est un partenariat. Il ne faut pas se leurrer. Nous, si nous nous révoltons, ce n'est pas pour autant que nous fermons la porte. Au contraire, c'est un appel à la coopération, à un partenariat plus juste, à une plus grande considération. Et ces gens-là ont compris. Donc nous allons développer, nous sommes en train de développer avec eux maintenant des marchés, des niches. Et les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Autant la fève, notre fève aujourd'hui traîne autour de 1 euro, 1,50 € maximum. Autant les nouvelles fèves issues de cette nouvelle approche se valorisent autour de 3 €. Et on n'est pas loin. Nous, notre objectif, c'est d'arriver à 7 €. Notre objectif, c'est de faire la tablette, les tablettes, de les fabriquer au Cameroun. Vous en partenariat avec ces gens, parce qu'ils ont le marché, oui. Ils ont le pouvoir d'achat. Et donc, c'est ce travail-là de partenariat que nous sommes en train de mener. Nous allons revoir de fond en comble la manière de traiter notre cacao, ce que nous appelons le traitement post-récolte. Revoir la manière de le fermenter, la manière de le sécher, et puis la manière donc de le traiter. Nous n'allons pas nous arrêter à la première transformation. Nous voulons aller à la troisième transformation, c'est-à-dire un produit fini qui peut se consommer localement, parce que transformer localement, au lieu de nous en tenir à ce qui s'est passé au cours des années précédentes. C'est-à-dire nous faisons la première transformation, le beurre, la poudre, que nous exportons et qui n'est pas aussi valorisé que cela aurait été souhaitable. Nous allons aller au bout du processus. Et je peux vous dire, et je voudrais d'ailleurs lancer cet appel à nos cacaoculteurs, je les en félicite, ils ont su faire un peu comme le roseau. Ils ont plié mais ils n'ont pas rompu. Pendant cette période, il faut continuer le cacao à un bel avenir. Et je parie que dès la prochaine campagne, nous allons sortir. La campagne qui démarre dans quelques semaines. Hein. Nous allons inaugurer la nouvelle campagne. Nous allons la lancer le 8 août. Avec quel objectif de production?
Écoutez, notre objectif reste dans les 600 000 tonnes. Alors que la Côte d'Ivoire, vous savez une chose, des mêmes standings à 1 million. Comparaison n'est jamais raison, croyez-moi. Il vaut mieux produire nos 400, 600 000 tonnes de cacao, mais un cacao de bonne facture, plutôt que de produire 2 millions de fèves de cacao qui sont bradées sur le marché international. Nous allons nous situer vers ce cacao d'excellence avec une production maîtrisée, mais des prix de loin plus rémunérateurs pour nos producteurs. Et dès la prochaine campagne, je voudrais le dire à nos producteurs, les choses vont s'améliorer, mais vont s'améliorer de manière progressive. Nous sommes résolus à redorer le blason du cacao et du café du Cameroun. Nous nous en donnons les moyens et je peux vous assurer, parce que j'en suis certain, je peux vous assurer que oui, les choses vont changer. La vie de nos cacaoculteurs va complètement être métamorphosée par cette révolution que nous lançons dans le secteur du cacao et demain du café. Vivement, vivement, Monsieur le Ministre. Je crois que on va s'en tenir à cela, à cette note d'optimisme qui clôture donc cet échange avec vous, Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre en charge du commerce, invité de cette édition de Présidence Actu.